La ferveur de la Tabaski continue dans le Nabaya. Ce soir, l'heure est à la mobilisation pour la Grande Mamaya, une danse collective en voie d'être institutionnalisée dans notre pays. Innovation architecturale avec la présentation d'une maison écologique adaptée au climat de la Guinée. Le projet est dénommé Kaloum Bangri. Au Bénin, les ordures sont devenues de l'or. Par semaine, plus de 6 tonnes de déchets sont transformés en biogaz. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. On commence tout de suite par la feuille d'audience du président de la République. Professeur Alpha Condé a reçu ce matin au Palais Sérotoria les responsables du groupe chinois Norinco. Ils sont à Conakry dans le cadre de l'inauguration demain à Bouquet de l'usine de fabrication des explosifs à usage civil. Compte rendu Sanassi Keita. Les responsables du groupe chinois Norinco, spécialisé dans la fabrication des explosifs à usage civil au Palais Sékou Touré. Ils ont été introduits auprès du président de la République par le ministre d'État guinéen en charge de la défense nationale. Au menu des discussions, l'inauguration de cette usine de fabrication d'explosifs à usage civil construite à Boki. Nous avons deux buts pour cette mission. Premièrement, en 2016, pendant son séjour en Chine, le chef d'État a signé avec Norinco un accord cadre disant que Norinco va construire une usine d'explosifs à usage civil et aujourd'hui nous sommes venus ici pour faire un rapport disant que nous avons bien accompli la mission parce que demain ce sera la cérémonie d'inauguration de l'usine. Oui, tout d'abord le groupe Norinco est fort en construction de l'usine et nous avons envoyé une équipe d'experts de gestion et aussi nos meilleurs techniciens pour la construction de l'usine. Et aussi, tout au long de la construction, nous avons eu beaucoup de soutien de la côté guinéenne. C'est pour ça que nous avons battu le record. Le ministre d'État en charge de la défense nationale se réjouit aujourd'hui de voir ce protocole d'accord pour la construction de l'usine Norinco entre la Guinée et l'Empire du Mulier se réaliser. C'est une société d'État, la République populaire de Chine, la société Norinco, avec laquelle nous avons signé un protocole d'accord. Donc, ils viennent pour la première fois ici en Guinée pour rencontrer d'abord le président de la République, ensuite les membres du gouvernement pour discuter avec tout le monde sur les opportunités d'investissement de leur société dans notre pays. Voilà la raison principale de la visite aujourd'hui. Cette usine de fabrication des explosifs à usage civil, fruit de la coopération sino-guinéenne, sera donc inaugurée ce jeudi 23 août 2018 à Boki. La ferveur de la Tabaski continue à l'intérieur du pays. Du côté de Kankan-Nabaya, l'heure est à la mobilisation pour la Grande Mamaya, une danse collective devenue aujourd'hui l'une des plus grandes manifestations artistiques. Vu son impact socio-culturel, la Mamaya, un patrimoine culturel, est en voie d'être institutionnalisée en Guinée. Le Premier ministre chef du gouvernement est d'ailleurs attendu au grand carrefour de Chérifula, où se déroulera l'événement pendant 3 jours successifs. Retrouvons Ansoumane Toumani Kamara, l'un de nos envoyés spéciaux, pour nous faire vivre les débuts de cette grande manifestation. Effectivement, Adel Kamara, nous sommes au rond-point Chérifula à Kankan pour la toute première journée de la Mamaya de 2018. Et vous comprenez la particularité de cette année, c'est que les jeunes de Kankan ont revisité les glorieuses pages historiques de la cité de Nabaya. C'est pourquoi
cette année, la Mamaya a pour invité d'honneur la ville de Mamou. Vous savez, entre Kankan et le Fouta théocratique, beaucoup de liens existent. Donc ce contrat social entre Kankan et Mamou, les jeunes de Kankan ont préféré cette année faire revivre cette phase historique pour permettre davantage de sceller l'amitié, la solidarité, l'unité nationale entre les fils de la République de Guinée. Toumani, quelles sont les grandes activités prévues pour ces 3 jours de Mamaya? Vous voyez derrière moi ce monument, ce symbole de la Mamaya qui sera inauguré ici. Et de l'autre côté, nous irons aussi pour la pose de la première pierre d'un centre culturel dédié à la Mamaya à Kankan. Et c'est le Premier ministre en personne, Dr Kassori Fofana, qui viendra pour la pose de cette première pierre. Et déjà plusieurs membres du gouvernement sont à Kankan au compte de la Mamaya. Une Mamaya qui se veut aussi un rendez-vous de développement communautaire puisque plusieurs actions sont prévues de reboisement. Il y aura des séances de reboisement, il y aura la lecture du Saint-Coran, c'est pour permettre vraiment de sauvegarder la paix dans la cité de Nabaya, mais aussi la pose de la première pierre de plusieurs infrastructures d'intérêt communautaire. Il s'agit des forages, des écoles, des centres coraniques. Vous le savez, la Mamaya, c'est 3 jours. Chaque jour correspond à une couleur. Et comme je suis habillé aujourd'hui en bleu ciel, ce bleu ciel constitue la première couleur que tous les participants à cette Mamaya doivent porter. Et la singularité, je l'ai dit à l'entame de ce reportage, c'est ce pouto que les jeunes de Kankan ont préféré porter. Celui-là qui connaît ce pouto, c'est aussi le symbole du Fouta théocratique, le symbole du Fouta qui a des liens séculaires avec Kankan, puisque déjà 2 quartiers portent le nom de 2 localités du Fouta. Il s'agit de Timbo, qui est l'un des quartiers de Kankan, Kabada qui s'appelait avant Fugumba. Donc ces liens séculaires, ces liens historiques, ce contrat social qui existe entre Kankan et cette entité du Fouta, les jeunes cette année ont voulu vraiment faire reconnaître pour dire que la Guinée est une famille. Nos parents ont scellé des contrats sociaux, c'est à nous de le préserver. Merci Toumani pour ces précisions. La fête fut belle déjà hier à Kankan. Les citoyens ne se sont pas du tout ennuyés. Un concert géant leur a été offert par le CEDEL Gamanandia 4 en collaboration avec le ministère de la Culture. Plusieurs artistes ont partagé ce moment de joie avec la jeunesse. Retour dans le Nabaya avec Djamoukaba. À ciel ouvert, le rond-point Balia vibre au rythme de la musique urbaine. À la faveur de la Tabaski, les artistes jouent les morceaux fétiches de leur album. Sur scène, ils montrent au public l'immensité de leur talent. Cet espace coloré, rythmé par des répertoires musicaux, attire le public juvénile passionné de musique urbaine. Les nouvelles stars de la musique, Soul Banks, Bandian et Ernst Crazy livrent leur tube du moment pour le succès de cet événement. Ce show qui bonifie la culture guinéenne est dédié à la paix et à la cohésion sociale sur toute l'étendue du territoire national. Bah oui, content parce que ce soir avec Malinké, Soussou, Peul Garzé qui chantaient mon morceau ensemble. Déjà à travers nous la musique, on arrive à unifier tout le monde. Ici, on ne sent pas de division, n'est-ce pas? Moi, vous contactez le public harmonieux. C'est vrai pour la paix et puis ça réussit. Ouais. Aujourd'hui, c'est une première à Kankan, pendant la fête de Tabaski, voir tout le gouvernement mobilisé et organiser un concert géant à l'intention des jeunes de Kankan. En tant que premier responsable de la jeunesse de Kankan, je suis vraiment enchanté et très réconforté. Je remercie le professeur Alpha Condé à travers le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, à la tête de M. Stansiman Tamasso, pour avoir gratifié la jeunesse de Kankan de ce concert géant. L'immense trésor culturel guinéen sur toutes ses coutures a été exhumé par l'ensemble instrumental. Sur la place publique de Mbalia, Sekouba Kandja et Sonatata apportent la confirmation de leur talent. Se donner la main, c'est très très important. Le pays ne peut pas se développer sans les bons fils de la nation et sans la paix on ne peut rien. Donc c'est notre message, nous les griots, pour que le peuple soit uni.
Ces retrouvailles joyeuses sont initiées par le Sédé Diamanadia numéro 4 qui compte porter dignement le flambeau de la Mamaya pendant 3 jours. Ces pas de danse annoncent les couleurs de la Mamaya version 2018, une grande retrouvaille qui appelle tous les Guinéens à se donner la main pour le développement socio-économique de la Guinée. La Tabaski, c'est aussi le traditionnel Salimafo des tout-petits. Quelques heures après la grande prière hier, les enfants sont sortis dans la rue à Macenta pour faire le tour des familles. Si dans certaines localités, le Salimafo a disparu, à Macenta, cette tradition est encore jalousement conservée. Vivons ensemble ces instants de bonheur pour les enfants avec Komara Moussa. Le lendemain de la fête de Tabaski à Macenta, dans les rues des différents quartiers, on aperçoit les tout-petits. De famille en famille, ils passent pour le Salmafo. Ibrahim Kourouma et ses frères ont raté l'occasion d'hier. La tenue de fête n'était pas encore cousue. Aujourd'hui, ils comptent se rattraper en faisant le tour des domiciles des parents. Déjà dans leur poche, 20 000 francs qu'ils comptent se partager après la tournée. Nous sommes sortis pour le Salmafo. Nous avons eu pour le moment 9 000 francs. Moi, je vais donner à ma mère pour qu'elle m'achète des habits. Contrairement à Ibrahim et ses 3 frères, l'argent de Moussa Traoré est destiné à sa maman pour compléter la dépense quotidienne. Je vais pour le Salmafo à Bamala. Quand je vais gagner beaucoup d'argent, je vais donner à ma mère, elle va acheter des condiments. Ici, dans la famille Camara au quartier Bamala, ses enfants s'apprêtent à sortir pour le même rituel. Leur itinéraire va leur conduire au quartier Mohamed 5, où réside la plupart de leur famille. Moussoukroua Camara, par exemple, venu du Conakry, ne connaît pas la ville. Mais avec ses amis, elle ira saluer ses oncles. Nous allons partir nous promener chez notre grand-père, Amadi 5. On va leur dire bonne fête. Contrairement aux enfants de la commune urbaine, les enfants du village cherchent le bois mort pour déposer dans les familles. Comme ici par exemple à Singbedou, ces enfants s'apprêtent à déposer ces fagots dans les familles respectives qui habitent à 5 km de leur village natal. À chacun sa façon de se faire plaisir et de faire plaisir à ses parents. Hier, la Tabaski a été célébrée partout dans le pays, dans la gaieté, avec un seul mot d'ordre, la paix. Dans la ville sainte de Dinguiraye, la Tabala de la Joumartal a résonné, comme pour rappeler le caractère sacré des liens de coexistence entre nos communautés. Habib Thiam était parmi les fidèles. Ils ne sont pas les précurseurs, mais les héritiers d'une tradition islamique des plus anciennes, la fête de Tabaski. Mardi à Dinguiraye, le rituel est bien observé. Principal point de convergence, la grande mosquée d'El Hadj Oumar Tall qui incarne cette fidélité au serment pris. La fête, elle est célébrée avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup d'ambiance, avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que c'est une fête religieuse, c'est une fête qui est recommandée par le Coran, c'est une fête que El Hadj Oumar lui-même a présidé ici pendant plusieurs années avant qu'il ne quitte. Grâce à ses idées subtiles, le fondateur de la ville sainte avait réussi à rassembler différentes entités autour de lui, tout en mettant chaque groupe face à ses responsabilités. Plusieurs décennies après, la ville sainte de Dinguiraye inspire par son engagement à perpétuer cette tradition islamique basée sur la diversité. Il a laissé ici une organisation, Toro, Irla et Nganar, 3 grands groupes à travers lesquels se retrouvaient toutes les ethnies confondues. Il nous a laissé une autre particularité, parce qu'à Dinguiraye, c'est les Bodjés qui font prier. Les Bodjés sont venus de Dalaba. Il leur a confié le miracle. L'office de prière, il dit, je vous confie ça. Parce qu'il est venu avec leur arrière-grand-père auquel il faisait confiance. Sur tous les plans, de ce jour jusqu'ici, c'est les Bodjés qui font prier à Dinguiraye. Toujours la même lignée, dans la même famille. Autant d'acquis que la grande famille omarienne promet de conserver jalousement à une époque où l'aliénation culturelle guette la nouvelle génération. Une menace que la Tabala d'El Hadj Oumar Tall repousse encore grâce à son raisonnement au cours des grandes rencontres socio-culturelles et islamiques. On change de sujet. Les chrétiens de Guinée sont en Europe pour le pèlerinage marial. Nos compatriotes passeront 3 jours à Paris pour visiter les lieux de dévotion. Mohamed Lamine Solano est notre envoyé spécial.
Les pèlerins chrétiens de Guinée sont donc arrivés à Paris, la capitale française, où ils passeront 72 heures. Le programme en quelques mots, visite de lieux de dévotion comme ce matin à la chapelle Saint-Vincent de Paul, recueillement et prière. Une messe dirigée par l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, a mobilisé ce matin de nombreux fidèles en la chapelle de la Médaille Miraculeuse, un haut lieu de pèlerinage catholique où se rendent chaque année des milliers de pèlerins. L'un des programmes importants de ce pèlerinage international chrétien reste la visite et la messe en la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec plus de 20 millions de visiteurs par an. La cathédrale Notre-Dame de Paris reste le monument le plus visité de France et de l'Europe. Retour à Conakry et on en vient au deuxième titre de l'actualité de ce soir. Il s'agit de la présentation d'une maison écologique. Ce prototype est réalisé par une équipe de jeunes étudiants en architecture avec des matériaux durables adaptés au climat du pays. Le projet est dénommé Kaloum Bangui. C'est un reportage de Valérie Talimanet. Un prototype de maison écologique construit en 2 semaines sur une petite surface de 8 mètres sur 3. La bâtisse, dénommée Kaloum Bangui, est dite écologique à cause des matériaux qui entrent dans sa construction, notamment le bois, et pour ses frais de réalisation peu élevés. À peu près 50 millions de francs guinéens sont investis pour rendre cet édifice opérationnel. L'œuvre est une initiative développée par Aboubakar Sidiki Koumara, fruit de l'Institut supérieur d'architecture de Conakry. Il poursuit aujourd'hui ses études en Californie aux États-Unis. L'idée du projet Kaloum Bangui, c'est venu d'une de mes classes à l'université de Californie Berkeley pendant mon année de mémoire. Et la classe était trouver une solution aux problèmes de bâtiments dans les villes du monde. Et chacun avait l'opportunité de choisir son site. C'est un projet de recherche et le prix que j'ai eu pour faire ce projet est sur 1 année. Donc la première phase, c'est d'abord construire le prototype. Mais maintenant, c'est un prototype. Il faut voir si on peut faire d'autres prototypes ou bien d'abord, pour ce prototype, il doit y avoir une étude très avancée de l'utilisateur au fait. Voir comment les gens se comportent exactement dans ce prototype, comment le Guinéen lambda qu'on a choisi comme cible du projet, au fait, se sent dans ce prototype. Kaloum Bangui, ou la maison de Kaloum, est née d'un constat du manque d'habitation dans la capitale, précisément dans la presqu'île de Kaloum. Cette innovation architecturale devrait permettre à chaque citoyen de se doter d'un abri. Elle est soutenue par l'Institut supérieur d'architecture de Conakry. Aujourd'hui, on a véhiculé beaucoup le style moderne des gratte-ciel, des grands bâtiments, là où on utilise beaucoup d'énergie ou là où on consomme beaucoup de matériaux. Notre mission, c'est de faire un rétro. Qu'est-ce que ça veut dire le rétro? C'est de voir un peu en arrière notre habitation traditionnelle qu'on fait. Un nouveau type d'habitat qui inspire les jeunes étudiants en architecture qui ont participé à la construction de la maison. Pour certains, c'est une occasion rêvée d'allier la pratique à la théorie dans un esprit de créativité. En termes d'instruction, selon moi, ça m'a vraiment permis de connaître en surplus ce que j'apprends. Parce que l'architecture, déjà, d'abord, c'est ma passion. Donc, lorsqu'on m'envoie ces projets comme ça et que j'ai l'occasion d'assister, de participer, là, je dis vraiment, j'ai beaucoup appris. Et je vois des meubles que je vois souvent sur le net, mais comment ça se fait? Et j'ai eu l'opportunité de le faire. Là, je rends grâce vraiment. Cette maison écologique occupe moins d'espace, utilise moins d'électricité et sa réalisation coûte moins cher. Elle offre aussi une multiplicité de fonctionnalités selon le besoin de l'utilisateur. Ce lit, par exemple, peut aussi servir d'étagère après l'avoir rangé. Éducation, plus de 26 000 apprenants sont alphabétisés en langue nationale dans la région de la Basse-Guinée. Ils ont été récemment évalués après 6 mois de formation. Un projet du programme sectoriel de l'éducation piloté sur le terrain par l'ONG Jeunesse Secours. Reportage Francis Coulier. L'alphabétisation reprend du poil de la bête. 25 900 apprenants, en majorité des femmes, à l'école de la seconde chance, viennent de bénéficier d'une formation de qualité.
En Basse-Guinée, après 6 mois d'alphabétisation en langue soussou, les apprenants sont soumis à une évaluation. Cette évaluation lancée à l'école primaire de Bonfi-Marché se déroule simultanément à Boké et Kindia. Il y a eu les études situationnelles qui ont été réalisées au prime abord. On a pris en compte tous les besoins exprimés par ces apprenants. Je crois qu'il n'y a pas tellement de problèmes. Et vous avez vu l'engouement. On veut tout juste évaluer les performances que le projet a pu apporter durant ces 6 mois de cours intenses. En Guinée, là où presque la moitié est analphabète et que c'est les femmes qui sont en général maintenant dans la salle en train de s'évaluer dans le domaine de l'alphabétisation. Donc moi, en tant que femme, je suis très ravie de voir la salle archi-comble de femmes. Le programme d'apprentissage consiste à aider les apprenants à lire, écrire et à compter. La seconde étape va initier les apprenants aux activités génératrices de revenus. Cette formation nous a fait savoir beaucoup de choses. Elle nous a appris à écrire nos noms. Nous pouvons voir nos noms et les lire dans notre langue. Je sais maintenant écrire les chiffres dans ma langue. Grâce à cette alphabétisation, j'ai appris beaucoup de choses. Ce que je peux faire pour moi-même pour que ma vie soit meilleure. Ce programme d'alphabétisation conduit par Jeunesse Secours entre dans le cadre de la lutte contre l'ignorance et la pauvreté sur le littoral. La démarche est encouragée par la Direction nationale de l'alphabétisation qui compte faire baisser le taux d'analphabétisme à 50% dans les années à venir. Nous partons à Farana où des cadres régionaux se familiarisent avec les outils de technique de contrôle citoyen. Une initiative du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui vise à promouvoir la gouvernance participative et la responsabilité dans la gestion de la chose publique. Le point avec Moussa Bangoura. Ils sont tous des cadres régionaux issus de l'administration territoriale à l'intérieur du pays. Ici, ils se retrouvent pour échanger des expériences de gestion et de contrôle dans les régions de Nzérékoré, Kankan, Farana et Mamou. Comme dans toute société démocratique viable, ils travaillent à changer d'approche afin de renforcer le dialogue et établir la confiance entre les citoyens. Avec la démocratie participative, chacun doit rendre compte et les administrateurs des services déconcentrés qui n'ont pas toute la pédagogie requise pour superviser les services déconcentrés, c'est-à-dire les préfectures et les sous-préfectures. C'est une occasion pour ces services déconcentrés régionaux d'avoir une mainmise pour que quand ils se rendent dans ces collectivités pour des séances de travail, qu'ils soient en mesure d'être à la hauteur des attentes déjà assignées à eux. Passer d'une administration de commandement à une administration de développement est bien le défi que le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation veut relever dans le pays. Cela par le biais de la gouvernance participative. Je demanderai aux participants d'accorder une importance particulière à la session de formation parce que ça les appuie dans leur rôle et responsabilité. Quant aux citoyens, c'est d'être quand même vigilant, demander des comptes rendus périodiques aux cadres régionaux, préfectoraux et même communaux sur les actions publiques, parce que ça les appartient. C'est pour eux que nous sommes en train de travailler. Le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus de Sérédou est le cadre de cette réflexion entre administrateurs. Désormais, ces agents impliqués dans la mise en œuvre du processus de décentralisation rendront compte de l'action publique pour que les citoyens s'impliquent mieux au développement communautaire. On termine avec la page internationale. Au Bénin, les ordures sont devenues de l'or. Par semaine, plus de 6 tonnes de déchets sont transformés en biogaz. Le reste de l'actualité nous conduira en Corée, au Venezuela et aux États-Unis. La compilation du Monde en bref est commentée par Tabansila.
Au Bénin, les ordures deviennent de l'or. Dans un village au sud du pays, une fondation transforme désormais 6 tonnes de déchets organiques par semaine en biogaz. L'unité de transformation demande aux ménages et aux institutions d'apporter des déchets moyennant une rémunération. Les déchets organiques sont les plus sollicités. La société ambitionne également de produire quelques 400 tonnes d'engrais bio par an. Les déchets ne sont plus de casse-tête, ne sont plus de problèmes, mais les déchets, c'est une opportunité. Comme j'aime bien le dire, les ordures, c'est de l'ordure. On produit du biogaz, on produit du compost, on produit de l'effluent. Tout ça, ça fonctionne avec de l'énergie solaire. On a une distribution d'eau potable, on a de la pisciculture. Donc c'est une vraie économie en fait qui sert la société et qui en fait prend soin de son environnement. Après les retrouvailles entre les Coréens, c'est l'heure des adieux. Au 3e jour de leurs émouvantes retrouvailles, des Coréens du Nord et du Sud appartenant à des familles séparées depuis la guerre se disent au revoir. Cette fois, probablement pour toujours. Depuis 2000, les deux pays ont organisé une série de 20 réunions de famille au gré de l'état de leurs relations bilatérales. Mais désormais, le temps presse. Sur les 130 000 Sud-Coréens qui s'étaient initialement portés candidats pour ces réunions, moins de 60 000 sont encore en vie. Au Venezuela, des centaines de migrants traversent l'Équateur à pied. Après avoir traversé la Colombie, certains migrants commencent à demander au gouvernement péruvien de les autoriser à traverser la frontière. Le flux de Vénézuéliens qui fuient la crise de leur pays ne tarit plus. L'Équateur exige de son côté que les réfugiés aient un passeport pour les laisser entrer. La mesure annoncée la semaine dernière est entrée en vigueur samedi. Michael Cohen, l'avocat lâché, se venge de Donald Trump. L'ancien avocat du candidat républicain l'avait enregistré à son insu. Aujourd'hui, ce qu'il sait pourrait se retourner contre Donald Trump. Michael Cohen avait pourtant dit par le passé être prêt à prendre une balle pour Donald Trump. L'ancien avocat de celui qui n'était pas encore président des États-Unis a fait savoir qu'il ne voulait plus jouer les punching balls. Les médias ont diffusé cette semaine des enregistrements de conversation entre Trump et Cohen, ayant eu lieu 2 mois avant l'élection de 2016. La justice est sur le coup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à mon tour une très belle fête de l'Aïd el-Kébir. Le programme continue en direct sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à très bientôt.